Bah écoute, mes vieux amis haïtiens m'appellent la plus parisienne des haïtiennes. Donc je suis né à Paris. Mon père est un grand écrivain haïtien qui s'appelait Jacques-Stéphane Alexis, qui est un des deux grands écrivains du XXe siècle en Haïti avec Jacques Roumain. Donc Jacques Roumain, pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande la lecture des Gouverneurs de la Rosée, qui est le grand roman haïtien disons, de la fin des années 40. Et puis les romans de mon père, dont le plus connu qui s'appelle Compère Général Soleil. Et puis d'autres romans comme L'espace d'un sillement ou Les arbres musiciens, qui sont des grands romans caribéens. Donc moi, je suis né dans cette famille. Ma mère m'a élevé. Mon père, hélas, était également un militant politique et un leader en même temps qu'un leader, en même temps qu'un écrivain. Il était également un leader politique à l'époque où Papa-Doc ou Duvalier a pris le pouvoir en Haïti, ce qui fait que malheureusement, il a été assassiné en 1961. Mais ce milieu dans lequel j'ai grandi m'a éveillé à la culture et à l'art très très tôt, parce que mes parents allaient à des expositions, lisaient beaucoup, écoutaient beaucoup de musique. Donc, tout en ayant grandi dans une famille très modeste, parce que ma mère avait un petit métier, m'a élevé très modestement et m'a élevé seule. En même temps, si tu veux, j'ai eu la chance de disposer d'un capital culturel très important et très ouvert. C'est-à-dire que mon père, évidemment, m'a légué le goût de la littérature haïtienne, de la musique, etc. Mais on lisait les autres écrivains de la Caraïbe. On écoutait de la musique du jazz et des musiques caribéennes ou sud-américaines à la même époque. Et donc, si tu veux, j'ai été initié vraiment, je dirais, aux cultures atlantiques pour aller vite, hein, disons, qui résulte de l'histoire de l'esclavage et qui fait que nous avons essaimé, que depuis l'Afrique, nous avons essaimé dans tout le Nouveau Monde. Donc voilà dans quel climat j'ai grandi, très modestement, mais en même temps avec une vie culturelle et un enrichissement culturel absolument extraordinaire et qui m'a probablement éveillé à l'art très tôt et aussi à la fréquentation des artistes, parce qu'autour de mon père il y avait d'autres, il y avait des poètes, il y avait des musiciens et ça j'ai gardé tous ces contacts-là toute ma vie. Donc en fait je ne suis pratiquement jamais sortie du milieu dans lequel j'ai grandi. Même si après, je me suis fait évidemment mes propres amis et j'ai développé mes propres passions dans le monde de l'art. Le parcours professionnel, si tu veux, d'abord pour une femme, disons à partir des années 70, c'est vraiment nous sommes la première génération de femmes qui ont commencé vraiment à exercer des métiers, des vrais métiers. Avant nous, pour la plupart, nos mères si elles ont pu travailler souvent, elles n'avaient pas de profession. Donc, j'appartiens vraiment à une des premières générations qui a pu vraiment choisir un métier après avoir fait des études. J'ai fait des études de lettres et j'ai repris des études après avoir fait de la musique, parce que j'ai également pratiqué la musique presque pas de façon amateur, mais pas loin vraiment, parce que c'était pas une ambition personnelle pour moi. Ça a été une occasion qui s'est présentée, qui a fait que j'ai fait de la musique à un moment donné. Et puis j'ai repris mes études. Et là, j'ai fait des études d'histoire de l'art et de conservation à l'Institut catholique. Donc, à mon retour d'Afrique, parce que cette pratique musicale et ce monde culturel dans lequel je vivais ont fait que à la fin des années 70, en 1977 exactement, il y a un grand festival qui s'est appelé le Festac, qui était le Festival des Arts Nègres. La deuxième édition du Festival des Arts Nègres. Première édition avait eu lieu à l'initiative de Léopold Sédar Senghor au Sénégal en 1966. C'est évidemment un monde que je connais parce que mon père était un compagnon et d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor à l'occasion d'un événement encore
plus historique et plus important, mais qui a eu lieu quand j'étais enfant, qui est le premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris, à la Sorbonne, en 1956, qui réunit à la fois des écrivains et des artistes de tout le monde noir. Vous avez des artistes sont arrivés aussi bien du Brésil que d'Afrique, que de toute la Caraïbe, du monde anglophone comme du monde francophone. Et donc, quand j'ai appris que il y avait un festival des Arts Nègres, 2e édition, qui avait lieu à Lagos, au Nigeria, je suis allé au Nigeria pour y assister. Et en rentrant de ce voyage, j'ai passé 3 ans en Afrique à ce moment-là. De nouveau, j'ai fréquenté les cercles artistiques, hein, musique, littérature, cinéma, théâtre, etc. Quand je suis rentré en France, j'ai décidé de reprendre mes études. Et c'est là où j'ai fait des études donc de histoire de l'art et de conservation, qui ont fait de moi, à l'époque, j'étais conservateur d'imprimés. C'est le diplôme que j'ai fait. Donc plutôt conservation d'archives et de documents sur papier, essentiellement. Mais très vite, cette expérience m'a amené à rencontrer un homme qui est connu en Haïti, qui n'est pas connu vraiment dans le reste de la Caraïbe, mais qui est très connu également en France, qui s'appelait Jean-Marie Drault, et qui a été, plusieurs années après, un des directeurs de la Villa Médicis. Et Jean-Marie Drault, il se trouve que Jean-Marie Drault était un passionné de peinture haïtienne. Depuis très longtemps, hein, depuis les années 60. Il allait en Haïti, il avait beaucoup d'amis chez les peintres haïtiens. Et quand j'ai rencontré Jean-Marie Drault, avec des amis haïtiens, on est dans les années 80 à peu près. Une dizaine d'années plus tard, donc vers les années 90, Jean-Marie m'a proposé de travailler avec lui sur un projet d'exposition. 1992, c'était à l'époque un anniversaire qui était le 5e centenaire de Christophe Colomb, qui était très problématique, comme tu peux l'imaginer, pour les gens de la Caraïbe et les gens, disons, du Nouveau Monde, puisque ce n'était évidemment pas un anniversaire joyeux à célébrer pour nous, dans la mesure où c'est vraiment le coup d'envoi de la traite négrière et de notre arrachement au continent africain. Mais néanmoins, c'est aussi cette histoire qui a produit des nouvelles cultures, des nouvelles expressions artistiques et toute une nouvelle histoire. Et donc, on a lancé l'idée de demander aux artistes haïtiens, comme tu sais, il y a une longue tradition picturale en Haïti, depuis plus d'un siècle maintenant. Et j'ai l'habitude de vraiment parler de la peinture haïtienne sans la diviser en école ou en mouvement. Je pense que toute la peinture haïtienne, qu'elle soit historique, qu'elle soit autodidacte, qu'elle soit savante, qu'elle soit contemporaine ou qu'elle soit narrative ou qu'elle soit religieuse, c'est une expression en Haïti qui est très forte et très puissante depuis plus d'un siècle. Et donc on a, et notamment l'école historique. Il y a une école historique qui est moins bien connue parce qu'on parle toujours des peintres entre guillemets naïfs. Je n'aime pas du tout ce mot que je n'emploie jamais, mais c'est pour qu'on sache de quoi je parle. Il y a avant ce mouvement pictural en Haïti, il y a un mouvement de peinture historique qui date du début du XXe siècle et qui raconte toute une série d'événements qui se passent à ce moment-là, qui est presque une chronique, presque journalistique, puisque tu as l'occupation américaine, 1912-1934, et tu as les révoltes caco, les révoltes paysannes qui ont lieu à la même époque, et des résistances à cette occupation américaine. Et il y a plusieurs peintres qui ont représenté cette histoire. Donc on est parti de cette tradition très haïtienne en demandant aux artistes s'ils accepteraient de nous raconter leur version des faits. Donc, ok, Haïti, Christophe Colomb, 500 ans, mais vu par les Haïtiens. Donc ça s'est appelé dans un premier temps la rencontre des deux mondes vue par les peintres d'Haïti. Aujourd'hui, c'est une collection qui s'appelle Haïti 500 ans et qui raconte 500 ans d'histoire en Haïti, à partir de la civilisation amérindienne, jusqu'à l'époque, c'était 92, donc c'était jusqu'à l'élection de Jean-Bertrand Aristide, qui était à l'époque le chef de l'État en Haïti. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier, c'est là où vraiment j'ai appris mon métier, sur le tas, de commissaire, en étant l'assistante de Jean-Marie Drault. Et ce qui a été extraordinaire avec ça, c'est qu'en fait, c'est une expression qui a eu énormément de succès, et qui a eu un succès très populaire.
ce qui est très agréable quand on organise des expositions parce que on a du public, on a des audiences et il y a une passion, je pense que c'est lié aussi aux expressions haïtiennes qui éveillent ça chez les gens. C'est une peinture qui est facile, dans laquelle il est facile de rentrer pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la peinture ou l'histoire de la peinture. C'est une peinture narrative, voilà, c'est une peinture qui est très vivante. Et donc, on a fait ça et l'exposition a voyagé pendant plus de 20 ans à travers le monde. Donc j'ai accompagné l'exposition en Afrique, aux États-Unis, à Chicago, à Détroit, à Saint-Domingue, aussi en Haïti. Elle a fini par revenir en Haïti à un moment donné, en Martinique, en Guadeloupe. Je l'ai présenté également en Guadeloupe, dans je dirais peut-être 92 ou 93, quelque chose comme ça. Mais elle a été lancée à l'exposition universelle de Séville en 1992. Donc ça a été vraiment mon initiation. Et à partir de là, j'ai mené ce projet dans une structure qui venait de se créer, qui s'appelait la Fondation Afrique en création, et qui avait été créée à l'initiative du gouvernement français à l'époque. C'était Michel Rocard qui était Premier ministre. Et l'idée était de faire de la culture et des arts un pilier des questions de développement. On n'abordait plus la question du développement par les routes, les hôpitaux ou la construction d'écoles, ou tu vois ce que je veux dire, le développement économique, mais on parlait également de développement culturel et des expressions artistiques comme des piliers de ce développement culturel. Et là, j'ai eu l'occasion de développer un programme que j'ai inventé, parce que ça n'existait pas avant moi. Et donc, j'ai inventé un programme autour des arts visuels africains. Et à partir de cette exposition que j'avais fait avec les Haïtiens, je suis partie de cette expérience. Et de là, j'ai développé toute une série de programmes qui me permettaient de faire connaître la création contemporaine africaine, parce qu'on est dans les années 90, à travers le monde. Et de monter des grands projets, notamment qui ont permis aux artistes africains d'être invités dans des grands événements artistiques comme la Biennale de Venise, la Biennale de São Paulo, la Biennale de La Havane et bien d'autres. Mais disons que on a pu financer, à travers le programme que j'ai créé, on a pu financer comme ça la circulation des artistes à l'international et également à l'intérieur du continent africain. Donc j'avais des programmes de bourse qui permettaient aux artistes de circuler à l'intérieur du continent et de faire des échanges, d'être reçus par un autre artiste dans une autre région du continent, et de découvrir d'autres cultures et de créer sur place. C'était les bourses d'échange artistique avec l'UNESCO que j'avais également mis en place. Voilà, et pour aller un peu plus vite, disons que le grand moment, le moment fort de cette expérience, c'est la création du premier pavillon africain à la Biennale de Venise, qui était une initiative privée que j'ai menée avec des gens dont tu connais sans doute le nom, qui sont Okui Enwezor et Salah Hassan, qui étaient mes amis à l'époque, avec lesquels j'avais déjà monté plusieurs projets. J'avais déjà monté une exposition et un catalogue sur les femmes africaines en peinture dans la création de l'époque. Et là, avec Okui Enwezor et Salah Hassan, on a développé un projet de pavillon africain qui était absolument inédit à l'époque, puisque évidemment, la question que nous posions, c'était l'absence de la création. Et quand je dis Afrique, évidemment, je pense Afrique au sens large. Hein. Je pense Afrique au sens d'une ère culturelle qui dépasse le continent, qui n'est pas une ère géographique, mais qui est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, qui est plutôt un espace atlantique, puisque les cultures africaines vont, comme on le sait, essaimer à travers tout l'Atlantique par la traite négrière. Donc, on a monté ce projet du pavillon africain avec la Fondation Ford, la Fondation Rockefeller et la Fondation du Prince Claus de Hollande. Et on a monté un projet totalement autonome. On a été absolument libre de nos choix artistiques. Donc ça, c'était important parce qu'on était en autofinancement. Et donc Salah Hassan en a été le commissaire. Okui Enwezor a été, je dirais, un compagnon du projet parce que lui, il travaillait déjà à l'époque sur le projet de la Biennale de Johannesburg en Afrique du Sud. Et là, on a donc monté ce projet qui a également très bien marché et qui a été un coup de tonnerre, je dirais, sur la scène artistique.
parce que comme on le sait, Venise, bon, avec la Documenta en Europe, c'est vraiment des moments importants où les artistes peuvent apparaître de façon, je dirais, crédible sur la scène artistique. Ça a été le cas. Et dans le concept de l'exposition que nous avions développé, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, dite Afrique noire, même si c'est pas un terme que j'aime beaucoup. Donc aussi bien Afrique australe qu'Afrique orientale qu'Afrique occidentale, mais également la Caraïbe, à travers une artiste cubaine qui s'appelle Maria Magdalena Campos Ponce, qui est une très grande artiste qui vit aux États-Unis depuis longtemps. Et avec tous ces artistes, on a présenté ce pavillon qui a eu un succès très important. Et alors qu'on était en off de la Biennale, qui a été distingué par le jury, et ça a été une révélation pour beaucoup d'artistes qui étaient présents dans ce pavillon. Et ça s'appelait Africa In and Out of Africa, donc l'Afrique dedans et dehors, si tu veux. Et ça a été, je pense, à mon sens maintenant avec le recul, je pense que ça a été un point de bascule où le regard des gens du monde de l'art a commencé un petit peu à s'ouvrir sur un espace créatif qu'ils négligeaient, qu'ils ignoraient ou auquel ils étaient quasiment aveugles à l'époque. Voilà. Alors ça, tout ça est évidemment entrecoupé de combats pour imposer des expositions dans des musées, dans des galeries. Ça a été un travail de fourmi. Très souvent, on nous riait au nez en nous disant que la création contemporaine africaine n'existait pas. Hein? Et on a quand même fait une très belle exposition l'année d'après avec l'Institut du monde arabe, qui s'appelait Les Rencontres africaines. Et où là, c'était deux artistes qui avaient fait les sélections, un artiste marocain pour l'Afrique subsaharienne et un artiste malien pour l'Afrique du Nord, qui avaient donc croisé leurs regards. Et ça s'appelait Les Rencontres africaines. C'est une exposition qui a circulé également en Afrique du Sud, au Portugal et en France, et qui a eu également beaucoup de succès. Donc, si tu veux, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où j'ai pu voir vraiment une émergence de personnalités, d'artistes que peu de gens regardaient à l'époque, tu vois. Et j'ai eu la chance de pouvoir accompagner ce mouvement par mon travail. Et comme les personnes avaient fait ce travail-là avant, ça a été passionnant parce que j'ai pu vraiment inventer mes outils, inventer mes instruments de travail et surtout les mettre au service des artistes. Parce que c'est ma façon. Ça a toujours été ma façon de travailler. C'est-à-dire que je suis toujours partie et des initiatives et des besoins des artistes pour, si tu veux, tailler des programmes à la mesure de leurs aspirations ou de leurs besoins. Évidemment, moi, je me réjouis vraiment beaucoup de qu'il y ait une visibilité pour cette jeune création dont tu fais partie, dont d'autres font partie. Comme tu le sais, j'ai eu l'occasion de travailler plus récemment avec les artistes de la Guadeloupe. Donc je vois là qu'il y a quand même il y a une attention qui est portée à cet espace créatif qui est assez nouvelle. Mais je dois dire tout de même que le monde francophone est très en retard. Et ça doit être dit. Et ça doit être dit non pas pour dénoncer ou pour récriminer, parce que ça ne sert absolument à rien, mais pour comprendre qu'il y a tout un travail qui a déjà été fait dans le monde anglophone et qui reste encore à faire dans le monde francophone. Et que je pense que là, la France n'a peut-être pas toujours joué le rôle qu'elle aurait dû ou qu'elle aurait pu jouer, si tu veux. Parce que moi, j'ai fait les expositions que j'ai fait avec des créateurs d'Afrique ou de la Caraïbe dans les années 90, on les faisait aussi à Londres. On les faisait à New York ou à Chicago ou à Détroit, à une époque où il était absolument impossible de faire ça à Paris. Quand j'ai fait la plus grande exposition que j'ai fait, j'ai fait les rencontres africaines vers le 95 ou 96 au Institut du monde arabe, qui est encore quand même un lieu un peu particulier.
il n'y avait pas encore ce que nous avons pu accomplir en 1999-2000, l'exposition du sculpteur sénégalais Sow sur le pont des Arts, hein, avec la bataille de Little Bighorn, qui a été une véritable révélation, un coup de tonnerre de nouveau, à Paris, parce qu'à Paris, nous n'arrivions pas à vraiment capter l'attention des musées et des galeries. Quelques galeries, évidemment, le faisaient, mais elles étaient extrêmement minoritaires, alors qu'aujourd'hui, on voit bien, tu as raison, il y a un véritable engouement. Et moi, je sais que il est rare que les plus jeunes écoutent les conseils des plus anciens, mais je vais quand même dire ce que je pense. Et puis, j'espère que ta génération pourra en faire son miel, l'entendre et en faire son miel. Je pense qu'il faut faire très attention aux engouements. Il ne faut pas que vous vous laissiez piéger par les modes et par les engouements. Alors, il y aura toujours des gens qui se laisseront piéger, qui choisiront des chemins de facilité, mais tu le sais, choisir les métiers artistiques, c'est probablement les métiers les plus difficiles qu'on puisse choisir, les plus exigeants. Ce ne sont pas des parcours faciles du tout. Et il y a énormément d'appelés et il y a très peu d'élus. Et les élus sont ceux qui développent les travaux les plus rigoureux et les plus sérieux et les plus constants dans le temps. Ça, c'est ce que moi j'ai observé. Et il y a l'écume. Il y a des gens qui surfent sur des vagues, qui épousent des modes ou des engouements éphémères. Et je pense que dans cette période dans laquelle vous êtes, qui est une période à mon avis critique, il va falloir faire très attention à ça, parce que ceux qui vont être emportés dans cet engouement-là peuvent avoir des parcours extrêmement éphémères, qui ne dureront pas et ils disparaîtront aussi vite qu'ils sont apparus. Donc, il faut faire très attention à la fois aux enthousiasmes et aux emballements que vos travaux peuvent susciter. Ça, c'est toujours bien. Et il faut rester très concentré sur ce que vous faites et très exigeant par rapport à vous-même, en prenant des risques, en allant explorer et surtout en essayant de ne pas dupliquer ce que vous voyez ailleurs, sous prétexte de tendance. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler avec les artistes africains, pour la plupart, il y avait extrêmement peu d'artistes qui travaillaient, par exemple, l'installation. C'était rare. C'était extrêmement rare. Et un des arguments qui a permis de rejeter les propositions artistiques que nous pouvions faire pour faire connaître ces artistes, c'était justement qu'ils faisaient de la peinture, du dessin ou de la sculpture, mais qu'ils ne faisaient pas d'installation. Or, on voit bien aujourd'hui que l'installation était également une mode. Et qu'on ne peut pas réduire la création plastique, on ne peut pas la réduire juste à l'installation. À l'époque où moi je travaillais, il y avait des gens qui nous expliquaient que l'installation était un mode d'expression supérieur à tous les autres. Au-dessus de la peinture ou du dessin ou tu vois? Donc c'est là où il faut faire très attention aux emballements et aux tendances qui sont passagères, qui ne durent pas et qui peuvent emmener certains artistes dans des impasses. Parce qu'ils vont être à la mode pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 2 ans, ils vont aller ou à Venise ou je ne sais où, à São Paulo, et puis 10 ans plus tard, il n'y a plus rien. Et leur travail qui ne s'est pas remis en question, qui ne s'est pas renouvelé, se trouve dépassé, passé ou dépassé. Donc voilà ce que moi je pense de ce qui se passe aujourd'hui, en sachant que le monde francophone arrive très en retard sur cette scène artistique, où il y a déjà 2 générations d'artistes anglophones qui se sont déjà exprimés et auxquels une visibilité a été accordée depuis les années 90. Et ça, c'est très important à comprendre. Moi, je me souviens avoir vu à la Biennale de Venise, au courant des années 90, un artiste d'origine nigériane qui représentait le pavillon britannique. D'accord ? À l'époque, on aurait expliqué aux Français qu'il fallait inviter un Guadeloupéen ou un Martiniquais.
les gens nous auraient regardés comme des fous. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est là où moi je me réjouis de voir que un Caribéen a pu être représenter le pavillon français à la Biennale de Venise récemment. Mais je me dis qu'on est en 2025 et que ça aurait pu être fait il y a 30 ans et que pendant ce temps-là, il y a tout un monde artistique qui s'est développé, qui a circulé partout et qui est déjà voilà, qui est déjà reconnu, qui est visible et qui développe un travail. Certains des gens avec lesquels j'ai travaillé sont maintenant des artistes qui sont vos aînés. Tu vois? Donc voilà comment je regarde cette scène-là. Je pense qu'il faut faire très attention aux emballements, aux engouements et à la superficialité et à la mode, parce que c'est un piège dans lequel beaucoup de jeunes artistes peuvent tomber. Mais en même temps, c'est prometteur, c'est important, et vous avez un vrai rôle à jouer, à condition que vous soyez très exigeant avec ce que vous faites. Ça, c'est vraiment la question, parce que vous portez, non seulement vous portez vos désirs, vos aspirations à vous exprimer artistiquement, mais vous portez toute une histoire sur vos épaules. Et si cette histoire-là, si les vies qui ont amené jusqu'à vous, si ces vies-là ne sont pas prises en compte, ne sont pas présentes dans l'esprit de votre travail, vous loupez tout un pan de votre socle culturel, de votre socle artistique et de votre héritage. Voilà.